Imaginez un après-midi de février. L'hiver commence à partir doucement, laissant place à un air plus doux. C'est le genre de journée qui donne envie de sortir, de respirer un peu, de vivre un petit moment d'aventure. Ce jour-là, nous sommes le 13 février 2017 aux États-Unis. Deux jeunes filles, inséparables comme deux sœurs, s'apprêtent à vivre une journée qu'elles n'oublieront jamais. Mais malheureusement, pas pour les bonnes raisons. Ce jour-là, c'était un jour férié. Pas d'école, pas de devoirs, juste temps libre. Le ciel était clair, il faisait bon, une journée parfaite pour une petite sortie. Abby avait dormi chez Libby la veille. Le matin, ils étaient pleins d'énergie et avaient envie de bouger. Alors, ils ont eu une idée. Aller explorer un endroit calme, loin de la ville. Et ils ont demandé à la grande sœur de Libby de les emmener dans un coin de forêt, qu'on appelle la zone 300. C'est un lieu tranquille, à environ 8 km de la ville. Et les gens aiment se promener dans la nature. Le plan était simple. Le père de Libby viendrait les chercher à 15h30. Vers 13h30, les deux amis étaient déjà sur place, prêts à profiter de l'après-midi. La zone 300 est un endroit spécial, c'est un mélange de forêt dense et d'espace ouvert, avec une rivière qui la traverse. Ce qui rend cet endroit célèbre, c'est un vieux pont de chemin de fer. Ce pont est fait de bois et de fer. Construit il y a longtemps, c'est un vestige du passé, mais aussi un vrai danger. Le pont traverse la rivière et relie deux collines, mais il est en très mauvais état et peut s'effondrer à tout moment. Les trains ne passent plus dessus depuis longtemps. Il y a des panneaux qui interdisent clairement d'y aller, car c'est très risqué. Pour Abby et Libby, comme pour beaucoup d'adolescents, les interdictions sont parfois un défi, surtout avec l'envie de partager leur aventure sur les réseaux sociaux. Les filles étaient très actives sur Internet, sur Snapchat, elles montraient tout ce qu'elles faisaient, chaque moment de leur journée. C'est à ce moment-là que les choses ont tourné au mauvais. Vers 14h09, Libby a posté une photo d'Abby en train de marcher sur ce pont interdit. C'est la dernière image qu'elles ont partagée avec le monde. L'après-midi touchait à sa fin et l'inquiétude grandissait. À 15h15, le père de Libby a essayé d'appeler Abby pour vérifier si elle est bien vers le lieu prévu. Mais Abby n'a pas répondu, puis il a appelé Libby, rien. En regardant Snapchat, il a vu la photo d'Abby sur le pont. Au début, il n'a pas paniqué, pensant qu'elle jouait ou que leur téléphone était rangé. Mais quand il est arrivé sur place et qu'il n'a vu personne, une peur très forte l'a envahi. Il a commencé à crier leur nom dans la forêt et appeler sa femme, sa fille et les parents de Libby. Personne ne savait où elles étaient. La nouvelle s'est répandue vite. Les familles se sont précipitées vers la zone 300. 3 voitures pleines de proches sont arrivées. Ils appelaient Abby et Libby en criant. Leur voix résonnait dans la forêt. Ils ont cherché pendant 2 heures sans relâche alors que la nuit commençait à tomber. En février, la nuit tombe vite. Vers 17h30, il faisait déjà sombre. Face à cette situation difficile, les parents sont allés au poste de police, tristes et incrédules, pour signaler la disparition de leur fille. Ils ont donné aux policiers des descriptions, des photos et les vêtements que les filles portaient. Les téléphones des filles, qui sonnaient avant son réponse, étaient maintenant éteints. La police a commencé les recherches tout de suite, sachant que c'était très grave. 2 adolescentes mineures avaient disparu dans un endroit isolé. Plusieurs équipes sont parties chercher dans la forêt, mais la nuit rendait tout plus compliqué. Les hélicoptères et les drones ne pouvaient pas aider dans l'obscurité. Les policiers ont demandé aux familles de rentrer chez elles pour se reposer et ont promis de prendre les recherches au matin, mais personne ne pouvait vraiment dormir. Les familles ont utilisé les réseaux sociaux, partageant les photos des filles et organisant des groupes de bénévoles pour aider aux recherches. Le lendemain, dès le lever du soleil, une grande opération de recherche a commencé. Des centaines de bénévoles venus de toute la région se sont joints à la police. Des bus entiers ont amené ces volontaires sur place. Des hélicoptères, des chiens policiers et des drones ont parcouru toute la zone. Les heures passées, lourdes d'angoisse et d'espoir. Puis, vers 12h30, le 14 février, une découverte terrifiante. Un groupe de 12 bénévoles, dont un ami du grand-père d'Abby, marchaient près de la rivière. Ils ont aperçu quelque chose d'orange à travers les branches. Une des filles portait une tenue orange. En écartant les branches, ils ont vu une scène horrible. L'ami du grand-père a d'abord cru que c'était des mannequins dont les corps étaient immobiles, allongés en partie dans l'eau, en partie sur la terre. Leur peau était pâle, presque bleue.
Mais c'était bien Abby et Libby, l'une était encore habillée, l'autre non. Le groupe a poussé les cris de terreur, brisant le silence de la forêt. La police et la police scientifique sont arrivés rapidement sur place. 24 heures plus tard, les enquêteurs ont annoncé la triste nouvelle. Abby et Libby étaient mortes. Leur corps était examiné pour comprendre ce qui s'était passé. Pour leur famille, tout s'est effondré. Abby, calme et studieuse, aimait dessiner et aimait aussi les animaux. Libby, plein d'énergie, faisait toujours rire tout le monde autour d'elle. Leur seul tort, être au mauvais endroit et au mauvais moment. Les premières infos ont montré que les corps avaient été trouvés sur une propriété privée. Les enquêteurs se sont intéressés au propriétaire, un homme de 77 ans nommé Logan. Logan avait déjà eu des problèmes avec la justice, coups, agressions et même enlèvement. Il a été arrêté et est devenu le principal suspect. Il a dit qu'il était avec ses amis au moment des faits, mais son téléphone montrait qu'il était bien chez lui, sur sa propriété quand tout s'est passé. Malgré tout, après un mois en prison et plusieurs interrogatoires, Logan, déjà très malade, a été libéré en mars 2017. Les enquêteurs n'avaient pas assez de preuves pour le garder. Il est mort en 2020 et plus tard, il a été confirmé qu'il n'était pas lié à cette affaire. L'enquête, bien qu'en cause, a continué discrètement. 15 jours après la découverte des corps, une piste importante est apparue. Des personnes qui exploraient la même zone ont trouvé la sac à dos de Libby, abandonné à environ 4 km du lieu où les corps avaient été retrouvés. Dans ce sac, il y avait son téléphone portable éteint, mais très précieux pour l'enquête. Les experts ont pu récupérer des données du téléphone de Libby. Ce qu'ils ont découvert a bouleversé l'enquête. Les filles avaient filmé plusieurs vidéos dans la forêt. On y entendait leur rire, leur joie, mais aussi peu à peu l'angoisse. Sur certaines séquences, prises entre 14h10 et 14h30, on comprend qu'elles se sentent suivies. À un moment, l'une d'elles parle d'un pistolet. L'autre, pour se rassurer, pense que ce n'est peut-être qu'une illusion. Mais une vidéo encore plus glaçante a été trouvée. On y voit un homme les suivre. Il a la tête baissée, les mains dans les poches. Et surtout, on entend sa voix, calme, ferme, inquiétante. Il leur dit: descendez d'ici. Ces découvertes ont été importantes grâce à la vidéo et à l'enregistrement sonore. Les enquêteurs ont pu dresser un portrait robot. Un homme à la peau claire, brun, d'environ 50 ans, mesurant entre 1,69 m et 1,79 m. Très vite, la photo et la voix ont été rendues publiques. Un appel à témoins a été lancé. 2 hommes se sont manifestés. Le premier, âgé de 28 ans, affirme avoir croisé cet homme et les filles le jour du drame. Sa description précise a permis d'établir un second portrait robot. Le second témoin, la quarantaine, dit lui aussi avoir vu les 2 adolescentes accompagnées de cet homme. Il fournit des détails sur leur itinéraire. Mais malgré ces éléments, l'enquête s'est enlisée, le portrait robot circule partout, mais aucun nom ne ressort. Plus de 50 suspects sont interrogés, aucun ne correspond vraiment. La population est en colère. Partout dans la région, on accroche des lumières oranges aux fenêtres en hommage aux 2 jeunes filles. Un club est même créé en leur nom. Mais entre 2019 et 2022, plus rien. L'affaire tombe dans l'oubli, un cold case. Et les familles, elles sombrent dans le désespoir. C'est à ce moment-là, en septembre 2022, qu'un nouveau visage a rejoint la brigade. Un détective venu d'ailleurs, spécialiste des affaires jamais résolues. Et pour une raison qui ne s'expliquait pas, quelque chose dans le dossier d'Abby et Libby l'a interpellé. Il s'est plongé dedans, il a tout relu, chaque ligne, chaque rapport, chaque croquis. Et au 3e jour seulement, il tombe sur une erreur monumentale. Un détail qui pendant des années avait échappé à tout le monde. Parmi les témoignages, celui d'un homme dans la quarantaine, le 2e témoin retient soudainement son attention. Sa photo de permis de conduire fournie à l'époque. Elle ressemble étrangement au portrait robot de l'homme vu avec les filles. Trop pour que ce soit un hasard. Le détective comprend alors ce témoin n'en est peut-être pas un. Et s'il avait témoigné pour détourner les soupçons. Cet homme s'appelait Richard et il vivait toujours à la même adresse qu'à l'époque. Le détective s'y rend sans attendre. Il le convoque au poste interrogatoire. Le silence de l'affaire vient d'être brisé. Richard nie tout, calme, presque froid, il répète qu'il n'a rien à se reprocher. Mais cette fois, le détective le sent, son instinct
lui crie qu'il est sur la bonne piste. Un mandat de perquisition est rapidement obtenu. Direction la maison de Richard. Et là, dans un tiroir soigneusement dissimulé, une arme à feu. Pas n'importe laquelle, un calibre rare et surtout exactement le même que celui de la balle retrouvée dans le corps d'Abby. La preuve est là, irréfutable. Richard est immédiatement arrêté, menotté, il ne dit plus un mot. Le 29 novembre 2022, son procès s'ouvre enfin et cette fois, le silence est brisé. Tous les détails de l'enquête deviennent publics et ce qu'il révèle glace le sang. L'autopsie dévoile l'horreur. Abby a été tué d'une balle tirée à bout portant, un calibre si rare qui ne laissait aucun doute et les deux filles avaient subi des blessures atroces, tranchées au cou d'une oreille à l'autre. Une mise à mort brutale. Sauvage. L'affaire Abby et Libby n'était plus un mystère, il devenait un cauchemar éveillé. Richard Allen, né en 1972 au Mexique, un nom banal, presque trop banal, ancien militaire, devenu comptable puis directeur dans un supermarché. Marié, père de famille, un voisin discret, un collègue poli, personne n'aurait pu imaginer ce qu'il cachait vraiment. Mais en prison, Richard a commencé à parler, pas officiellement, pas durant un interrogatoire, non, ce sont des confessions volées, enregistrées à son insu dans le calme d'une cellule. Et ce qu'il a dit est insoutenable. Il raconte qu'il se promenait dans la forêt ce jour-là, il a vu Abby et Libby, et là, une pensée noire a traversé son esprit, son intention peut-être, les agresser sexuellement. Mais alors qu'il s'apprêtait à passer à l'acte, un camion surgit au loin. Un bruit, une présence, un imprévu. Richard panique, il perd le contrôle et ce qui devait être une agression devient un meurtre brutal. Un acte irréversible et une sauvagerie qui dépasse l'entendement. Pris de panique, c'est ce qu'il a dit. Il avait peur que les filles crient, qu'elles appellent à l'aide, qu'un témoin surgisse. Alors, il a tiré sur l'une d'elles, puis il a sorti un couteau et les attaqué toutes les deux. Quand tout était terminé, il a tenté de réparer l'horreur, il a rhabillé l'une des victimes, laissé l'autre telle qu'elle, et traîné le corps jusqu'à l'eau, pensant que cela effacerait les preuves. De retour chez lui, il a raconté à sa femme qu'il avait croisé les filles. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que c'est elle qui allait l'encourager à se présenter à la police pour faire bonne figure, pour avoir l'air d'un témoin ordinaire, pour masquer l'atrocité. Mais une fois devant le tribunal, Richard a tout nié. Il a prétendu qu'il n'était pas l'auteur du crime. Ses avocats, révoqués après avoir accidentellement divulgué des photos insoutenables de la scène, un scandale de plus dans une affaire déjà sordide. Des experts psychiatriques sont appelés à la barre, ils affirment que Richard souffre des troubles mentaux. Mais pour le juge, cela ne change rien. Il était pleinement conscient de ses actes. Et en novembre 2024, la justice est tombée comme une lame. Richard Allen est reconnu coupable de meurtre prémédité et d'agression. La sentence, 2 peines consécutives de 65 ans de prison. Une condamnation qui signifie une chose, il ne quittera jamais la prison en homme libre. L'affaire d'Abby et Libby, une drame née au cœur d'après-midi ordinaire, devenue l'un des cauchemars les plus sombres de l'Amérique. Aujourd'hui, la justice a parlé, mais pour les familles, il n'y aura jamais de véritable fin. Seulement des souvenirs, des rires étouffés, des photos figées dans le temps. 2 vies envolées, cette histoire nous laisse avec une leçon amère. La vie est fragile, imprévisible et pourtant dans l'ombre de chacun brille encore la force de ceux qui refusent d'abandonner, celles et ceux qui se battent pour la vérité, même quand l'espoir semble ne plus répondre. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire mystérieuse, celle d'un événement très connu. En 1998, il y avait une famille appelée Bradley, composée de 4 personnes, le père, la mère, Amy et Brad. Amy avait 23 ans et son frère Brad en avait 21. Amy est au centre de notre histoire aujourd'hui. On va parler d'elle. Amy venait juste de finir ses études à l'université et comme elle avait décidé de vivre seule, elle avait acheté un nouvel appartement et trouvé un nouveau travail. On dit qu'il devait commencer ce travail juste après son retour d'un voyage en mer. La famille d'Amy vivait à Chesterfield en Virginie, aux États-Unis. Après que Amy ait obtenu son diplôme, sa famille a décidé de partir en croisière sur un grand bateau pouvant transporter
3000 personnes. Le voyage partait de Porto Rico, passait par Aruba, Curaçao, puis Saint-Thomas. Tous ces endroits sont des îles proches de Venezuela. Même si Amy était une bonne nageuse, elle n'avait pas vraiment envie de partir en croisière. Mais comme il vivait seul, ce voyage permettait de réunir toute la famille. Ses parents l'ont convaincue que c'était une bonne idée, alors elle a fini par accepter et a passé un bon moment. Le 21 mars 1998, premier jour de la croisière, la famille Bradley habitait au 10e étage du bateau. Le 23 mars 1998, il y avait un dîner officiel sur le bateau. Tout le monde devait porter des vêtements élégants pour ce dîner. Amy et son frère ont pris une photo ensemble ce jour-là. Malheureusement, ce fut leur dernière photo. Après le dîner, la famille est retournée dans leur chambre pour se changer. Puis ils sont allés à une fête près de la piscine, où ils dansaient autour. À ce moment-là, le bateau se dirigeait d'Aruba vers Curaçao. À 1h30 du matin, les parents d'Amy ont décidé de retourner dans leur chambre. Amy et son frère Brad ont continué la fête ailleurs à la discothèque. Brad était assis avec des personnes qu'il venait juste de rencontrer, tandis que Amy dansait avec un membre de groupe appelé Yellow. On dit que Brad a décidé de retourner dans sa chambre avant 3h du matin après avoir beaucoup bu et qu'il y est arrivé vers 4h. Une demi-heure plus tard, Brad raconte que Amy est venue le rejoindre sur le balcon où il était assis. Profitant de l'air frais, elle s'est assise avec lui et ils ont commencé à discuter de leur soirée et de ce qu'ils allaient faire à Curaçao. Pendant qu'ils parlaient, Amy fumait. À 4h30, Brad a décidé de rentrer dans la chambre pour dormir, mais Amy est restée sur le balcon. Juste avant le lever du soleil, le père s'est réveillé et allait vérifier ses enfants. Il a vu que Brad était allongé dans son lit et que Amy était allongée sur le balcon. Il a décidé de ne pas la réveiller pour qu'elle aille dans son lit, pensait qu'elle était fatiguée. Il s'est dit « Je vais la laisser dormir. De toute façon, dans 1h30, on doit se lever car le bateau va bientôt arriver à Curaçao. » S'il avait seulement réveillé, le bateau devait s'arrêter à 8h du matin et repartir pour sa prochaine destination à 8h du soir. Le père a cherché partout dans la chambre, mais Amy avait disparu. Le plus étrange, c'est que Amy avait l'habitude de toujours laisser une note si elle partait quelque part. Elle laissait toujours un mot pour dire où elle allait. Ce qui était bizarre, c'est qu'elle n'avait laissé aucune note cette fois. Le père a alors pensé que Amy était peut-être sortie pour fumer ou quelque chose comme ça, mais qu'elle devait revenir bientôt pour se préparer à descendre du bateau. Il a donc décidé de partir à sa recherche. Le père a cherché Amy dans tout le bateau pendant 1 heure, mais il ne l'a pas trouvée. Il est retourné dans la chambre pour voir si elle y était, mais elle n'y était toujours pas, ce qui l'a rendu encore plus inquiet. Elle a réveillé sa femme et Brad, leur disant que Amy avait disparu. Il leur a dit qu'il avait cherché partout sur le bateau et dans la chambre, mais qu'il ne l'avait pas trouvée. Brad a alors répondu qu'il pouvait être n'importe où, car le bateau était très grand. Mais le père a insisté en disant qu'il avait déjà cherché partout, sauf dans les cabines des autres passagers. La mère a remarqué que le visage de son mari était très pâle et tendu, ce qui n'était pas habituel. Il était vraiment très inquiet et stressé, ce qui était compréhensible. Il est difficile d'imaginer que leur fille puisse disparaître soudainement, sans laisser aucun signe ou note. N'importe qui aurait été nerveux à sa place. Il était presque 7 heures où le bateau approchait de Curaçao. La famille s'est alors séparée pour chercher Amy dans tous les coins du bateau. Vers 8 heures, ils sont allés voir le capitaine du navire et lui ont dit que leur fille avait disparu.
Ils avaient cherché partout, mais ils ne l'avaient pas trouvée. Ils lui ont demandé d'arrêter tout le monde pour qu'ils puissent la chercher, ou au moins annoncer qu'elle avait disparu, et que quelqu'un qui l'avait vue leur dise quelque chose. 3000 personnes à la recherche, ce n'est pas la même chose que seulement 3 personnes dans un bateau aussi grand. Mais le capitaine leur a répondu qu'il ne pouvait pas faire ça, car il ne voulait pas affoler tout le monde. Avant que tout le monde descende, il a annoncé au micro « Amy Bradley, si tu m'entends, s'il te plaît, viens voir le capitaine du bateau. » Après cela, tout le monde est descendu du bateau, ne restant que l'équipage et la famille. Le capitaine leur a alors dit « Puisque le bateau est maintenant vide, nous allons chercher dans tous les coins du navire. » Il a demandé à tout l'équipage de fouiller le bateau de fond en comble. Et la famille a également participé aux recherches. Après 1 heure à 1h30 de recherche, vous vous souvenez du membre de l'orchestre qui dansait avec Amy surnommé Yellow, aussi appelé Douglas? Il a croisé Brad, le frère d'Amy, et lui a dit « Salut mon ami, je suis désolé à propos de ta sœur. » Le capitaine a donné le choix à la famille entre rester à bord ou descendre à Curaçao, puisque le bateau ne repartirait qu'à 20h ce soir-là. La famille Bradley a pris ses affaires et est descendue à Curaçao. Que pouvait-il faire? À qui pouvait-il parler et par où commencer? Surtout qu'ils ne comprenaient pas la langue locale, c'est-à-dire l'espagnol. Ils ont donc décidé d'aller à l'ambassade, mais ils l'ont trouvée fermée. Ils sont ensuite allés à la police et ont signalé la disparition de leur fille. La police a alors lancé une alerte dans la zone, en mer, disant qu'ils allaient faire des recherches approfondies avec des hélicoptères et des bateaux Zodiac. La famille est restée près du bateau, espérant que Amy soit sortie avec les autres passagers et les attendait à l'extérieur. Après toutes ces recherches, aucun signe d'Amy n'a été trouvé. Ils ont alors décidé de faire appel au FBI. L'heure du départ du bateau était arrivée. Évidemment, la famille ne pouvait pas partir sans leur fille. Ils ont donc décidé de rester à Curaçao. Le bateau est parti et ils l'ont regardé s'éloigner. Quelle scène douloureuse. Le FBI a ensuite contacté la famille et leur a dit « La plus grosse erreur que vous avez faite dans votre vie est d'avoir laissé partir le bateau sans vous. » La question est pourquoi? L'agent leur a répondu « Vous avez cherché dans le bateau, mais seulement dans les endroits visibles. Vous n'avez pas fouillé dans les endroits auxquels personne ne pense. Il est possible que Amy soit encore sur le bateau. » Puis, que faire maintenant que le bateau était parti? Ils les ont rejoints en hélicoptère, 2 agents du FBI et la famille. Après être arrivés au bateau, le FBI a commencé à fouiller le navire. Puis, quelque chose d'étrange s'est produit. 2 jeunes filles sont venues en courant vers la famille et leur ont dit « Où étiez-vous? Nous avons vu Amy ce matin. Elle prenait l'ascenseur avec Yellow, l'un des membres du groupe de musique. » Brad est alors intervenu et a dit « Ah oui, c'est vrai, Yellow est venu me voir et m'a dit « Désolé pour ce qui est arrivé à ta sœur. » Ce qui est étrange ici, c'est comment il savait alors que seule la famille, le capitaine du navire et son équipage étaient au courant. Le FBI a donc décidé d'interroger tout le monde à bord, y compris Yellow. Ils ont apporté avec eux un détecteur de mensonges. Yellow n'a pas refusé lors de l'interrogatoire et n'a pas nié avoir dansé avec Amy, mais il a affirmé ne plus l'avoir vue après cela. Le détecteur de mensonges n'a pas enregistré de mensonges. Le père a dit qu'après l'interrogatoire, il avait envie de sauter sur Yellow car il a vu faire un geste provoquant à ses amis, comme s'il avait accompli une mission avec succès. Ensuite, le FBI a fouillé le bateau en profondeur, sans laisser aucun endroit intact, y compris les zones auxquelles personne n'aurait pensé. Ils n'ont rien trouvé. Amy n'était pas sur le bateau. La famille a alors décidé de rentrer chez eux car la fin de la croisière approchait. De retour à la maison, ils ont immédiatement commencé à chercher via la télévision, distribuant des affiches avec la photo.
le nom et les caractéristiques d'Amy avec l'aide de la police et du FBI. Un mois après le début des recherches, la famille a décidé de retourner à Curaçao, étant convaincus que Amy était là-bas. Ils ont décidé que Brad et son père iraient, tandis que la mère resterait à la maison au cas où Amy reviendrait ou s'il y avait des nouvelles ou un appel à propos d'elle. Le père et son fils ont donc pris l'avion pour Curaçao avec des affiches de la photo d'Amy. Ils ont commencé à les distribuer à différents endroits sur l'île. Quand un chauffeur de taxi est venu voir le père, il lui a dit « Excusez-moi, est-ce que la personne sur cette photo est votre fille ?» Le père lui a répondu « Oui ». Le chauffeur a dit « Votre fille n'est pas tombée du bateau ni rien de ce genre. Votre fille est vivante et se trouve sur cette île. » « Comment le savez-vous? J'ai vu votre fille et je lui ai parlé face à face. » Il a également ajouté qu'un jour, tout le monde était descendu du bateau. Amy est venue en courant vers lui alors qu'il était dans son taxi. Elle a frappé à sa fenêtre et lui a demandé où elle pouvait trouver un téléphone. Il lui a indiqué un endroit. Il a dit qu'Amy semblait effrayée, qu'elle courait et parlait comme s'il était poursuivi. Mais il n'a pas mentionné si quelqu'un l'accompagnait. Il leur a donné 3 endroits où chercher. Ils ont bien fouillé ces zones, mais n'ont rien trouvé. C'est alors que Brad a dit qu'une voiture était passée rapidement devant lui et qu'une voix à l'intérieur l'avait appelé. « Brad !» avec la voix d'Amy. Il a affirmé « Amy m'a appelé, Amy m'a appelé !» Il a attendu la voix d'Amy et a commencé à crier son nom. « Amy ! Amy !» Ils ont suivi la voiture et l'ont arrêtée. Ils n'ont trouvé personne d'autre que le chauffeur. Brad a insisté « Je suis sûr que Amy m'a appelé. Il était là, quelque part. » Peut-être que Brad s'est trompé sur l'origine de la voix d'Amy. Peut-être qu'il n'était pas dans la voiture qu'ils ont suivie, mais ailleurs. Le père et Brad sont restés 2 jours de plus à Curaçao, mais ils n'ont rien trouvé. Ils ont donc dû retourner chez eux en Virginie. En 1999, la famille est apparue dans une émission de télévision pour raconter ce qui leur était arrivé, dans l'espoir que quelqu'un ait vu Amy. Ensuite, un homme nommé David, qui travaillait comme plongeur, a contacté le FBI et a dit qu'il avait vu Amy 3 mois auparavant. Il était assis sur la plage, se préparant à plonger. Quand il a vu Amy marcher sur la plage accompagnée de 2 hommes, il a dit qu'il avait entendu parler anglais et qu'il venait vers lui. Mais les 2 hommes l'ont saisi et l'ont empêché de venir vers David. La famille avait offert une récompense de 260 000 $ à quiconque retrouverait Amy ou entendrait quelque chose à son sujet. David leur a dit « Je ne veux pas de la récompense ». Il leur a donné une description de Amy si précise que la pauvre famille a dit « C'est Amy ». Il a mentionné qu'elle avait un tatouage de Tasmanie sur le côté gauche de son dos. La mère a répondu « C'est moi qui ai dessiné ce tatouage sur une feuille et j'ai dit à Amy de le faire en tatouage. » Elle avait également un tatouage de soleil sur la jambe droite. David a affirmé « Je suis sûr à 100% que c'était Amy ». Plus d'une année s'est écoulée depuis la disparition d'Amy. Un enquêteur nommé John, réputé pour être très compétent et avoir résolu des affaires similaires à celles d'Amy, a été contacté par la famille. John avait son propre équipe et il avait également des contacts à Curaçao. Il a dit à la famille « Je vais voyager à Curaçao et faire beaucoup de choses, mais vous devez me payer des frais de 25 000 $. Ils lui ont donc donné la somme. Curaçao étant connu pour le trafic de femmes et leur vente à des fins douteuses que vous connaissez, il est inutile de les mentionner. John leur a dit « Il est impossible de retrouver votre fille dans ces conditions. Il se peut qu'elle soit dans une chambre spécifique ou un bar ou quelque chose de ce genre. » L'idée était que John et son équipe allaient se faire passer pour des gens qui fréquentent les bars pour chercher les femmes, dans le but de retrouver Amy. Un mois plus tard, John leur a dit qu'il avait retrouvé Amy et qu'il était prêt à la ramener, à la libérer des personnes qu'il avait enlevées. Il était également prêt à les attaquer car il s'agissait d'une mafia impliquée dans le trafic des drogues illicites, d'enlèvement et d'autres activités illégales. Un enquêteur nommé Tim, qui travaillait avec John, retenez bien son nom,
Nous y reviendrons. John a dit à la famille qu'ils avaient besoin de 100 000 dollars pour lancer l'opération. Mais ils ont exigé une preuve que John avait bien retrouvé Amy. Alors, il leur a envoyé une photo d'une jeune fille sur la plage à côté d'un homme. Quand la mère a vu la photo, il s'est mis à pleurer en disant « C'est la même posture que Amy, le même tatouage, les mêmes caractéristiques. » Le patron du père de Amy, en apprenant l'histoire des 100 000 dollars, est allé voir le père et lui a dit « Prends cet argent. Si cela te permet de récupérer ta fille et de la sauver, alors prends-le. » Ils ont donc donné l'argent à John. Après 3 mois, sans aucun appel de John l'enquêteur, il a soudainement appelé la famille et leur a dit « Allez à Miami car je vais commencer la mission aujourd'hui. Attendez mon appel, je vous dirai quand venir récupérer Amy. » Évidemment, la famille était très heureuse d'entendre cette nouvelle. Ils ont préparé les vêtements d'Amy, contacté l'hôpital pour l'examiner. Ils se sont rendus à Miami et ont informé l'enquêteur qu'ils étaient sur place. Une semaine est passée sans aucune nouvelle. Oui, soudainement, l'enquêteur a appelé et leur a dit « J'ai des mauvaises nouvelles. J'ai dû annuler la mission car un membre de mon équipe a été abattu et est décédé. Je suis désolé. » Imaginez l'état de la famille après avoir entendu cette terrible nouvelle. Ils sont retournés chez eux. Un autre appel est arrivé, cette fois d'une personne nommée Tim, que je vous avais demandé de retenir, l'enquêteur qui travaillait avec John. Il leur a dit « Je ne peux plus garder le silence, mais je veux vous dire que la personne avec qui vous avez traité est un escroc et un menteur. Il prenait votre argent, allait dans des bars, voyageait, mais il n'a rien fait pour vous. » Et la photo? Il leur a répondu, il a trouvé une fille qui ressemblait à Amy et lui a donné toutes ses caractéristiques après avoir appris tous les détails à la télévision et dans les dépliants. La famille était dévastée en entendant cette nouvelle qui les a frappés comme une bombe. Cela leur a fait perdre beaucoup de temps, d'efforts et d'argent. Ils ont alors signalé cet enquêteur escroc au FBI qui l'a arrêté. Il a été condamné à 5 ans de prison et a été contraint de rendre tout l'argent qu'il avait pris à la famille. En 2001, il y avait un marin qui se trouvait dans une maison suspecte où se trouvaient des femmes. Vous comprenez ce que je veux dire. Il a vu Amy et raconte qu'il est venu vers lui en lui disant « Je m'appelle Amy Bradley et j'ai besoin de ton aide. » Oui, elle est partie. Mais il ne pouvait rien dire car si la marine découvrait que cet officier se trouvait dans un endroit pareil, il serait renvoyé et puni, car c'était un endroit très mal fréquenté. Il a seulement indiqué l'endroit au FBI. Quand ils sont allés là-bas, ils ont découvert que la maison avait brûlé. Chaque fois qu'ils trouvent un indice, il disparaît. En 2005 ou 2007, la famille a reçu une photo par email anonyme d'une fille sur site douteux qui ressemblait beaucoup à Amy. Le FBI a analysé et comparé cette photo avec une ancienne photo d'Amy et ils ont trouvé une correspondance à 100%, ce qui signifie que la fille sur la photo était Amy. Mais le problème, c'est que la source de la photo restait inconnue. En 2005 également, une femme a raconté qu'elle était dans un endroit près de Curaçao. Elle est entrée dans les toilettes et a entendu une fille et 3 hommes crier après elle. Ensuite, la fille est entrée là où se trouvait la femme. La femme lui a demandé son nom et elle a répondu « Amy ». Elle a pensé « Amy, comme le nom de ma fille ». Amy lui a alors demandé de chuchotant de ne rien dire. Les hommes ont commencé à crier en disant « Sors d'ici !» La femme est sortie la première et a vu les 3 hommes debout devant les toilettes. Elle a donné la description des hommes et d'Amy au FBI et la photo correspondait à Amy Bradley. Aujourd'hui, en 2024, il n'y a toujours aucune nouvelle d'Amy. Le FBI continue de travailler sur l'affaire car ils pensent que Amy est toujours en vie et ils ont offert une récompense qui peut encore augmenter. C'est l'histoire d'Amy Bradley. Le 11 mars 2012, Utah, Californie, United States.
Au bord de la tranquille rivière Jordan, un coureur matinal fait une découverte vraiment choquante. Des taches de sang un peu partout, des éclaboussures sur un pont et une petite chaussure d'enfant qui flotte près de l'eau. Une scène fait peur et qui pose une grosse question. Est-ce qu'un animal s'est blessé ou est-ce que le cauchemar vient de commencer pour une famille? Les policiers arrivent vite sur les lieux et leur pire peur se confirme. Les tests montrent que c'est du sang humain. Après des heures de recherche, de l'autre côté de la rivière, on trouve le corps sans vie d'une jeune fille de 15 ans qui flotte doucement sur l'eau. Son visage est déformé par plusieurs blessures et son corps porte des traces de violence graves. L'autopsie confirmera que la mort vient de blessures coups violents à la tête, dont un très fort au front. C'est le début d'une enquête pleine de difficultés où la vérité semble loin et toujours cachée derrière des mensonges. Le coureur qui l'a trouvé avait remarqué ses souliers. C'étaient les mêmes qui portait Annie Kasperzak, une adolescente de 15 ans. Sa mère adoptive, Veronica, avait déjà signalé sa disparition la veille. Annie avait laissé une lettre bouleversante, disant qu'elle allait fuir en Californie, incapable de vivre avec un lourd secret. Elle avait menti à ses amis en disant qu'elle était enceinte. Ce mensonge allait devenir un élément central dans l'enquête. Les policiers se demandaient est-ce qu'elle avait vraiment fugué ou y avait-il autre chose derrière tout ça. En fuyant dans le passé d'Annie, ils ont découvert une enfance marquée par l'instabilité. Elle avait changé plusieurs fois de foyer avant d'être adoptée par Veronica, qui au départ n'était que la travailleuse sociale en charge de son dossier. Mais c'est dans son journal intime que les enquêteurs ont trouvé quelque chose d'énorme. Annie était complètement obsédée par Christopher Bagshaw. Naturellement, Christopher est vite devenu le principal suspect, d'autant plus que des rumeurs circulaient au secondaire. Plusieurs disaient qu'Annie était enceinte de lui, mais l'autopsie a révélé la vérité. Annie n'était pas enceinte. Pour Veronica, ce mensonge n'était pas innocent. Elle pense que c'était une façon pour Annie d'exprimer son plus grand désir, avoir une vraie famille, stable, aimante. C'est quelque chose qu'elle écrivait souvent dans ses carnets. Quand ils ont commencé à l'interroger, Chris est venu avec son père, parce que la loi en Utah oblige qu'un parent soit présent si la personne est mineure. Il avait l'air super stressé. Son visage ne montrait aucune émotion, comme si rien ne s'était passé. Il a dit qu'il avait parlé avec Annie la nuit où elle a disparu et qu'il essayait de la convaincre de ne pas s'enfuir. Il leur a aussi donné un alibi. Il disait qu'il était chez sa grand-mère cette nuit-là. Mais là, un nouveau nom est apparu, LG. Chris a révélé que Annie avait une relation avec ce gars-là, mais qu'elle ne voulait surtout pas que sa famille soit au courant. Et puis, Chris a raconté un truc étrange. Une fois, Annie était chez un ami à lui, Spencer. Elle s'est mise à saigner du nez. Un peu de sang est même tombé sur ses espadrilles. Ces petits détails qui semblent insignifiants ont suffi à éveiller les soupçons des enquêteurs. Il était clair qu'il essayait d'inventer une histoire ou de justifier quelque chose. LG est rapidement devenu le principal suspect. Chris et Spencer ont affirmé que LG avait menacé Annie et qu'elle avait peut-être des liens avec un gangster. Mais personne n'avait vu LG et aucun signalement précis n'a pu être donné à la police. L'enquête s'est arrêtée là et le mystère s'est épaissi. Une semaine plus tard, un appel inattendu est arrivé. Joanna Franklin, une femme déjà connue pour des fraudes à la carte bancaire, a affirmé qu'elle était présente au moment de la mort d'Annie et a proposé de fournir des informations en échange d'une immunité pour ses crimes. Joanna, très agitée, a raconté une histoire terrifiante. Selon elle, LG et un autre homme nommé John étaient responsables. Elle a expliqué qu'après que Annie se soit moquée de LG, ce dernier l'a violemment poussée contre un mur. Annie s'est mise à saigner du nez, des oreilles et de la bouche. LG l'a frappée et attachée. Joanna a dit qu'elle avait été obligée de nettoyer la scène. Elle a versé de l'eau de javel sur les murs et le sol et jeté les vêtements ensanglantés d'Annie à la poubelle. Ensuite, LG et John ont transporté le corps d'Annie dans une voiture et sont revenus en disant qu'elle était partie nager et qu'elle ne reviendrait pas. La description des vêtements d'Annie correspondait parfaitement à ce qu'elle portait ce jour-là. Joanna a décrit LG comme un jeune homme de 19 ans, plus jeune qu'elle. John, un criminel bien connu, trafiquant de drogue et membre de gang, a été arrêté. Les preuves trouvées chez lui correspondaient au récit de Joanna, des murs récemment repeints, des tapis roulés
et des taches rouges sur les portes. Tout indiquait une tentative de dissimulation. Mais John a nié farouchement toute implication, a déclaré ne pas connaître Annie, l'a appelée Brittany et a affirmé qu'aucune jeune fille n'était venue chez lui. Pendant que la famille d'Annie cherchait à comprendre son lien avec les gangs et les toxicomanes, les résultats des tests ADN et la géolocalisation du téléphone sont arrivés. Et là, première énorme surprise dans l'affaire. Il n'y avait aucune trace de sang dans la maison de John qui correspondait à l'ADN d'Annie. De plus, son téléphone ne se trouvait pas à proximité de la scène du crime. Les enquêteurs étaient stupéfaits. La maison de John était bien une scène de crime, mais pas celle d'Annie. Face à ces contradictions, Joanna a fini par craquer et avouer la vérité. Elle avait menti, John l'avait trompée dans une autre affaire. Et au lieu de garder le silence, elle a inventé toute une histoire inspirée de faits divers pour l'accuser de meurtre d'Annie, espérant ainsi d'obtenir l'immunité. L'enquête a dû être entièrement relancée et une année entière a été perdue à cause de cette supercherie. Quant à John, il a fini par avouer un autre crime, un enlèvement qui s'était produit la même nuit. Les enquêteurs, choqués mais déterminés, ont repris tout depuis le début. Ils ont réécouté les anciens appels, revu les interrogatoires. 3 témoignages ont particulièrement retenu leur attention. Un chauffeur avait vu un jeune homme penché au-dessus d'un pont près de la rivière la nuit du crime. Un autre témoin avait entendu un adolescent marmonner « Il ne se fera pas attraper » en levant les bras. Et enfin, Chris Spencer avait témoigné des menaces proférées par LG. Tous ces éléments commençaient à pointer vers un adolescent impliqué dans l'affaire. Les relevés téléphoniques d'Annie se sont révélés être une véritable mine d'or. On a découvert qu'il avait reçu de nombreux appels provenant d'un numéro masqué peu avant sa mort. Les enquêteurs ont alors demandé à voir les relevés de Chris et Spencer pour vérifier si ce numéro les avait également contactés. Ce qui est ressorti ensuite a été un véritable choc, encore plus troublant. Le rapport a révélé que presque toutes les personnes interrogées avaient caché des informations importantes ou menti. Spencer, lorsqu'on lui a fait remarquer qu'aucune trace de sang n'avait été retrouvée chez lui, a admis qu'il n'avait en réalité jamais vu Annie saigner du nez, mais qu'il avait simplement cru les paroles de Chris. Quant à l'alibi de Chris, soutenu par sa grand-mère Wilma, il s'est aussi retrouvé fragilisé. Les relevés ont montré que Wilma avait appelé Chris plusieurs fois après minuit, alors qu'il était censé dormir chez elle. Ce détail restait inexpliqué. Puis est venue la révélation qui a tout bouleversé. Les données de localisation ont montré une chose impossible à ignorer. Le mystérieux numéro masqué appartenait en réalité à Chris Pakshaw lui-même. Il utilisait un second téléphone. Les enquêteurs ont retrouvé Chris, qui avait déménagé dans le Colorado. Lorsqu'ils l'ont confronté aux faits, il s'est effondré et a révélé des détails particulièrement sombres pour quelqu'un d'aussi jeune. Il a avoué qu'il n'y avait jamais eu de LJ. C'était Annie qu'il avait inventé pour attirer son attention. Chris a déclaré qu'il avait tué Annie et qu'il avait même envoyé des messages à Spencer pour mentir sur le saignement de nez et le sang retrouvé sur ses chaussures afin de détourner les soupçons. Les pièces de puzzle ont commencé à s'assembler d'une manière glaçante. Le vélo de Chris correspondait à la description donnée par un témoin. Le jour de meurtre, il était absent de l'école le même jour où un autre témoin l'a vu parler tout seul. Plus troublant encore, une feuille de papier retrouvée dans ses poubelles détaillant un plan extrêmement précis, indiquant l'heure de la disparition d'Annie et les vêtements qu'elle portait. Seul le tueur pouvait connaître ces éléments. Et ce n'est pas tout, la localisation de son téléphone le plaçait près d'Annie, au niveau du pont, à l'heure exacte de sa mort, juste après l'appel de Veronica. Ses publications sur Facebook où il pleurait la disparition d'Annie n'était qu'une mise en scène destinée à détourner les soupçons. Chris Pakshaw, qui avait 17 ans au moment des faits, a été arrêté pour meurtre avec préméditation et obstruction à la justice. Mais pourquoi a-t-il fait cela? La réponse est venue d'un détenu qui partageait sa cellule. Selon lui, Annie aurait manipulé Chris en lui faisant croire qu'elle était enceinte de lui. Elle lui aurait demandé de s'enfuir avec lui. Il a accepté de la retrouver près de Pont Jordan. Mais Chris avait une toute autre intention ce jour-là. Chris a attaqué Annie avec une pelle, lui donnant des violents coups au visage au point où elle était méconnaissable. Ensuite, dans un acte extrêmement cruel, il a posé la pelle sur son front, a sauté dessus et a continué à la frapper jusqu'à ce qu'elle meure sans bouger. Un médecin légiste a confirmé que le rapport d'autopsie
correspondait exactement à la description glaçante donnée par Chris. Pourquoi? Chris a tué Annie parce qu'il croyait qu'elle était enceinte de lui. Darwin Christopher Bagshaw a été jugé comme un adulte et a reconnu le meurtre au premier degré. Il a été condamné à une peine allant de 15 ans à la prison à vie, avec la possibilité de demander une libération conditionnelle en 2034. L'affaire Annie Kasperzak nous enseigne la profondeur du mal et la quantité de mensonges qui peuvent être cachés. Une jeune fille tuée à cause d'un mensonge qu'elle-même avait inventé et son meurtrier caché derrière une fausse identité avec une enquête bouleversée à cause du témoignage d'une fausse témoin. Cette histoire nous montre que le monstre ne se cache pas toujours dans l'ombre d'un étranger dangereux, mais peut être proche de nous, caché derrière un visage familier et trompeur. Qu'est-ce que vous pensez de cette série d'événements et de retournements? Laissez-moi vos commentaires en bas et n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-là. Merci, à la prochaine.